c'est mieux, ça y est, j'ai trouvé. Alors là, on fait des tests micro. Si sur le chat vous nous entendez, je suis preneur d'un petit pouce en l'air de la communauté. 1, 2, 1, 2. Normalement, vous n'avez pas le son de la vidéo, vous avez que le son brut de ce qu'on se dit. Eh ben super, merci. Blocky Blocks. Voilà. Alors, nous en voulez pas, on va laisser la vidéo de fond. Et puis on se retrouve dans une demi-heure.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright, blessed day, dark, sacred night. And I think to myself, oh, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how
Bien, eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce live qu'on n'a pas fait depuis bien longtemps, un petit peu d'absence ces derniers temps, mais rassurez-vous, on est bien là et on est aujourd'hui en présence d'un hôte de marque, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que du commandant de la 11F, commandant actuel de la 11e flottille de chasse. Bienvenue à toi. Erwan, parce que je ne sais pas toujours par ton call sign, du coup c'est toujours difficile de se recaler. Voilà, Erwan, donc bonjour. Salut. Et voilà, donc pour te en dire un peu plus sur ton parcours, est-ce que tu peux te présenter les grandes lignes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes avec nous en ligne, et donc l'idée c'est que tu expliques dans les grandes lignes ce que tu as fait, comment tu es arrivé aujourd'hui commandant de la 11F à travers tout ton parcours. Ok, bonjour à tous, donc moi c'est Erwan, en effet je commande la flottille 11F, la Furieuse comme on l'appelle. Et donc mon parcours, j'ai passé mon bac en 2002, j'ai fait classe prépa, j'étais à Toulouse et je suis rentré dans la marine par l'école navale en 2004. J'ai fait mon cursus avec la Jeanne d'Arc 2007-2008 et après j'ai commencé le cursus de pilote. Moi j'ai fait la partie à Salon de Provence pour faire l'ATPL, donc la partie théorique un peu moins fun. Et puis le reste après c'était à Cognac sur du Grop 120 et de l'Epsilon, puis aux États-Unis où j'ai pu faire du T-45, premier réacteur, qualif à l'appontage sur porte-avions américain, puis retour en France. Je suis rentré en 2011 à l'Andivisio, et là j'ai commencé par faire du super étendard. Voilà, donc je fais partie des privilégiés, quelques rares maintenant du GAE qui ont fait du super étendard modernisé. J'ai fait mes premiers vols tout janvier 2012. Et je suis resté sur Super Étendard jusqu'en fin 2014. J'étais équipier opérationnel à ce moment-là. Et j'avais pu faire la mission Bois-Vélo sur le porte-avions sur Super Étendard. Et après, tout début 2015, je suis passé sur Rafale. Et j'ai pu faire mes premières missions opérationnelles sur Rafale fin 2015 avec les missions à Romanche 2 puis 3 en 2016. Et j'ai continué à passer mes qualifications. Je passais chef de patrouille en 2018. Je suis parti 2 ans dans l'armée de l'air à Saint-Dizier. J'ai fait instructeur sur Rafale biplace. Donc très intéressant cette partie pédagogie, découverte du biplace, que j'avais fait que du monoplace moi du coup dans la marine. Et je suis revenu en 2020. Je suis arrivé à la 11F à ce moment-là parce que j'avais fait 17F, 12F jusqu'à présent. Et donc je découvre la 11F en 2020. Je fais mission Clémenceau 21 avec la 11. Je suis ComOps, puis je passe second. J'ai fait une petite année au Santex en tant que Santac. Et puis je suis revenu à la 11, refaire une année de second. Et j'ai pris le commandement, du coup, été 2024, l'été dernier, de la 11F. Voilà mon parcours. Excellent. Bon, ben, merci à toi en tout cas de nous faire honneur à ta présence aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est donc celui de la sortie du film Surface, qui est sorti donc hier sur YouTube, qu'on vous invite tous à aller voir. L'idée aujourd'hui, c'est pas ni de vous le montrer en étant spectateur à côté. L'idée c'est bien de le commenter avec vous. Alors n'hésitez pas à réagir sur le chat en ligne, à poser vos questions. On les prendra au fil de l'eau. Et il y a une partie qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le groupe aéro naval et son groupe aéro embarqué, puisque c'est le cœur de notre métier. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Même si on se permettra aussi d'aller un peu plus en dehors de nos sentiers battus et d'aller chercher les autres périmètres qui sont évoqués dans ce film. Mais c'est un film qui est vraiment très bien réussi sur la façon d'architecturer toutes les composantes de la marine et qui vous donne une bonne idée des enjeux associés à tout ce qui est maîtrise, qui a trait à la maîtrise des espaces aéromaritimes notamment. Et on va y revenir en détail. Alors, sans plus attendre, on va lancer la séquence du live si j'y arrive. Petit souci ici. Hop là. Alors, du coup, donc ce film il est sorti hier. Il est disponible sur YouTube. Vous pouvez évidemment aller le regarder dès maintenant et à l'issue de ce live avec nous. Et donc, il commence très fort parce qu'il vous immerge tout de suite dans l'enjeu d'aujourd'hui qui est ce qu'on appelle chez nous la haute intensité. Et donc tout ça c'est quelque chose qui va nous servir de point d'appui en filigrane dans tout ce live qu'on va partager avec vous. Et en ouverture c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'on voit tout de suite le grand chef qui s'exprime sur les enjeux actuels. Donc toi-même, Erwan, tu as été et tu es tout bon, de facto aujourd'hui en flottille à la 11F. Donc cette année, elle est plutôt destinée à préparer les équipages, les pilotes dans le
le cadre de la future mission et dans le rang 1 que tu auras l'année prochaine, c'est-à-dire que tu seras donc flottille embarqué à bord du porte-avions. Cette année, tu es à terre pour préparer, mais après tu as un cycle de 2 ans sur lequel tu es embarqué à bord du porte-avions. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur tes récentes expériences, parce que pour le coup tu es embarqué l'année dernière lors de la mission Aquila sur le porte-avions Charles de Gaulle. Donc très au fait de l'actualité, puisque toute l'action du porte-avions était dictée finalement par le contexte géopolitique qui se densifie et qui s'intensifie comme tout à chacun le sait. Qu'est-ce que tu en as retiré toi de ces précédents embarquements et en particulier de l'embarquement le plus récent où tu étais avec la 11F aussi? Oui, tout à fait. Alors, les précédents embarquements, c'est vrai que chaque différent embarquement est très différent l'un de l'autre, surtout lié à l'endroit où on va naviguer et par le contexte géopolitique. La mission Aquila, elle était particulière parce que le conflit en Ukraine était déjà en cours depuis quelques années et il y avait toutes les tensions qui existaient. Ce qu'on en a retiré, c'était la première fois que le groupe aéronaval passait sous commandement OTAN. Donc c'était la première fois que ça se faisait et donc ça c'était assez intéressant à voir, aussi bien au niveau état-major pour la conduite de la mission que nous pilotes dans les flottilles pour faire des missions assez variées qui étaient du coup mises à profit de l'OTAN. Une des missions qui sortait un peu du lot, c'était une mission où on partait de l'Adriatique là au pied de la botte de l'Italie et on traversait toute l'Europe du sud au nord pour aller jusqu'au large côte nord de la Pologne. Et ici, du coup, le but c'était de retrouver un bateau qui était transmis par une cible qui était en fait une cible d'entraînement, mais un bateau réel qui était un bateau civil qui transitait au large de la Pologne. Et nous, on devait faire tout le transit, traverser toute l'Europe, ravitailler sur un ravitailleur qui était au-dessus de la Pologne, aller retrouver ça. En parallèle, il y avait un Atlantique 2 qui avait décollé de Lorient, qui a fait tout le transit par la mer pour relocaliser cette cible et nous transmettre les coordonnées. Et nous, après, on pouvait attaquer dessus. Et donc, le vol faisait à peu près entre 5h30 et 6h de vol. Et on a pu réussir à trouver la cible exactement à la position où elle était prévue et à frapper à l'heure du TOT, on appelle ça, le time on target, à la seconde près de ce qui nous avait été confié en préparation de mission. Donc c'était un beau succès, puis un retour à bord avec un petit appontage pour finir cette mission assez longue et un peu épuisante. Voilà. Combien de temps le vol? 5h45. D'accord, donc ça montre quand même aussi l'élongation finalement qu'on est capable d'obtenir. Quand tu as parlé de l'Italie et jusqu'au nord de la Pologne, on se rend compte que tu traverses l'Europe, tu fais l'aller-retour dans ce temps imparti. Après derrière il y a aussi tout l'aspect sportif de se poser sur un porte-avions et d'apponter. Tu parlais du commandement de l'OTAN, alors c'est pas le cadre actuel dans l'emploi du porte-avions sur lequel on va revenir après derrière, mais on a une question ici de Tom là, qu'est-ce qui change finalement entre un commandement français et un commandement OTAN dans les faits? Alors concrètement pour les pilotes qui font la mission, pas grand chose à part le type de mission qui sont confiées, puisque au lieu que ce soit l'état-major du porte-avions ou l'état-major à Paris qui décide de ce qu'on fait, c'est l'état-major de l'OTAN qui dit dans quel cadre sont utilisés les avions du groupe aérien embarqué. Et donc ça peut être fournir de l'appui pour des missions de reconnaissance dans certains pays des Balkans ou fournir du support pour de l'entraînement de force au sol, de troupes au sol, faire du CAS, donc entraînement pour troupes au sol, mais des troupes qui ne sont pas du tout françaises, qui sont d'autres pays de l'OTAN. Et l'OTAN demande à ce que le groupe aérien puisse fournir des Rafales pour participer à cette mission. Donc en fait, dans l'exécution de la mission, c'est pas très différent, c'est juste dans l'identification des missions au préalable où c'est pas le même donneur d'ordre en fait. D'accord. Là, on touche du doigt une notion qui est assez intéressante quand on parle d'OTAN et de la façon qu'a un groupe aéronaval de s'intégrer dans une autre structure. Finalement, c'est le côté interopérable, évidemment. Mais ce qu'on voit aussi dans le film, Surface, que une fois de plus vous pouvez consulter en ligne sur YouTube, c'est ce côté de travail collectif. Alors ça se décline de plusieurs façons et il y a un jeune qu'on verra tout à l'heure, un jeune second maître sur une frame qui vous explique ça très bien. Finalement ça se décline à tous les niveaux. Et donc le côté intégration dans une structure interalliée, finalement ce n'est qu'une déclinaison à plus haute échelle de tout ce qu'on fait nous finalement
au sein de la marine. Là actuellement dans le film vous avez les témoignages d'officiers qui sont embarqués sur des sous-marins nucléaires attaque type Suffren. Ils vous expliquent effectivement le côté interopérable aussi. On voit les frégates multimissions qui eux-mêmes embarquent des hélicoptères à H-90 que vous voyez à l'écran maintenant. Donc on voit bien que tout est un continuum finalement. Tu as parlé des états-majors, mais c'est ce qui chapeaute l'intégralité des structures qui sont assez diversifiées. Et vous voyez donc des sous-marins qui attaquent, une FREMM, un hélicoptère, mais aussi un avion de patrouille maritime que tu as évoqué aussi dans le cadre de ton exercice et qu'on voit ici évoluer en collaboration avec une FREMM pour d'un côté chasser les sous-marins, mais ça peut aussi être protéger une force, comme ce qui est le cas pour un groupe aéronaval. Tout à fait. Alors là, du coup, nous, dans le cadre de notre mission, mais il y a un cadre assez général, c'est l'Atlantique 2, de par son allonge et sa possibilité de relocaliser des bateaux avec son radar et ses systèmes optroniques. Et ben, on l'utilise pour nous guider vers les cibles potentielles qui nous sont désignées à l'avance. Et d'ailleurs, le NH90 peut aussi le faire, vu qu'il a son radar. Donc là, vous le voyez utiliser vraiment en mission ASM, anti-sous-marine, dans le film sur les séquences qui passent à l'écran. Mais nous, on travaille beaucoup avec eux aussi, beaucoup avec les NH90. On en a qui sont basés à Lanvéoc, tout près de chez nous, près de l'Andivisio. Et donc on fait souvent des missions avec eux, où on s'entraîne justement à pouvoir se parler par des phrases très codifiées à l'avance, qui nous permettent de recevoir sur des fréquences qu'on a briefées entre nous, des positions de cibles potentielles, puis tout ce qui est situation maritime autour de la cible, pour savoir est-ce que nous on est dans les conditions pour tirer nos missiles, nos armements, et effectuer la mission qu'ils nous ont confiée. Et l'Atlantique 2, il fait exactement la même chose pour nous, dans un cadre un peu différent, avec une allonge plus importante forcément que le NH90. Et on est très habitué à travailler ensemble, et c'est vraiment tout le sens du collectif qui arrive. Déjà, nous, on est très habitués à travailler entre rafales, entre chasseurs, mais aussi avec des slow movers, ce qu'on appelle, des avions plus lents, mais très habitués à travailler avec justement des capteurs déportés comme ça, qui nous permettent d'engager en restant le plus discret possible, parce que le principe, c'est qu'on attaque à la mer, nous, on essaye de parler le moins possible pour ne pas se démasquer, et il y a uniquement l'aéronef qui est utilisé pour reploter la cible, qui parle. C'est repositionné. Exactement, il repositionne une cible, et nous, on a besoin de rien dire, juste écouter, rentrer dans le système, ensuite les coordonnées, et ça me permet d'arriver sur le point de tir le plus discrètement possible. Ah, mais c'est effectivement au cœur de la maîtrise temporelle et de garder un coup d'avance, la rapidité, c'est-à-dire la rapidité de transmission d'informations. Moi, je retiens aussi dans ce que tu as dit qu'on adapte nos communications en conséquence. Ça aussi, c'est un jargon spécifique qui existe dans n'importe quelle entreprise, mais qui est très particulier dans le monde des armées, et évidemment la marine n'y échappe pas. C'est que pour pouvoir se comprendre dans des contextes où la pression temporelle est forte, il faut qu'on adapte, et vous le voyez très bien dans les séquences sur le film, où vous entendez des messages radio sur lesquels, alors c'est un jargon spécifique, ceux qui n'ont pas été formés ne peuvent pas comprendre nécessairement, mais ça vous donne une ambiance dans laquelle on évolue, où comme des chirurgiens ont leur propre jargon, nous aussi, dans un central d'opération comme vous le voyez ici, dans un cockpit d'avion de chasse, dans un cockpit de NH90, eh bien on apprend à se parler avec des moyens de communication, que ce soit de la liaison de données, comme tu l'expliquais, mais aussi par messages vocaux, alors souvent cryptés d'ailleurs, pour pas que des ennemis puissent interférer sur la fréquence. Mais tout ça fait partie de l'entraînement qu'il faut passer au fur et à mesure des années pour être le meilleur et le plus efficace possible, et créer une vraie synergie au sein des différentes entités qui contribuent à la réussite de la mission. Donc ça, c'est un point super important, et c'est un point qui est très bien expliqué, moi je trouve, dans les propos du second maître que vous venez juste de voir avant, et qui expliquait donc l'importance du collectif et comment être resté vigilant, parce que mais ça c'est un autre point. Alors là pour le coup on est des marins du ciel, donc des marins, donc on est amené à partir, on le voit là sur un NH90 qui part sur une frégate, apprendre à durer dans le temps, apprendre à rester concentré, parce que il faut être prêt à n'importe quel moment de passer à l'action, et donc tous ces instants de veille successive peuvent déboucher sur une action qui peut être immédiate et qui demande de mobiliser tous les réflexes, à la fois individuels et collectifs. Et là je refais le parallèle avec la mission que tu as décrite aussi tout à l'heure. C'est une mission qui est longue. Quand on dit 5h45, on se dit mais comment on peut rester concentré comme ça pendant 5h45, c'est pas possible. Alors évidemment tu fais pas une mission de 5h45 comme ça. Alors on a fait des plus longues par ailleurs, pendant lesquelles tu restes focus à
à 150% tout le temps. Donc tu as des phases où il ne se passe pas grand-chose, et des phases où ça devient intense. Est-ce que ça, c'est des choses... comment on se prépare à ça d'ailleurs? Ça, on apprend, on fait des vols longs en fait en entraînement. Donc là, on en a fait avec les Anglais. Récemment, là, on a pu participer à un exercice au large de l'Angleterre, à l'est de l'Angleterre, depuis Landivisiau, où on avait à peu près 1h15 de transit, on rejoignait la zone. On avait un ravitailleur qui nous permettait de refaire le plein avant de commencer la partie tactique. Ensuite, on faisait 45 minutes, 1 heure de tactique, puis on retournait sur le ravitailleur pour refaire le plein avant de rentrer. Et donc ça fait des vols qui sont un peu plus courts que celui que j'ai décrit, c'est plutôt 3h30 à 4h de vol, mais il y a beaucoup de pilotes de ma flottille qui ont fait ces vols il y a 2-3 semaines, justement, qui était leur premier long vol, où ils avaient double ravitaillement, plus 3h30 à 4h de vol, où on gère son effort de manière vraiment différente. Dans les transits, on essaye de se relâcher un peu pour pouvoir se remobiliser quand l'action commence à arriver. Et c'est grâce à ces vols qu'on apprend à doser ça, plus le briefing. En fait, au briefing, on aborde tous ces différents items. Nous, on marche beaucoup par cloisonnement, c'est-à-dire on se concentre sur chaque phase en cours. Et on essaye de ne pas penser à la phase suivante pour éviter de commencer à stresser sur un truc qui n'est pas tout de suite présent. Et donc pendant la phase de ravitaillement, on essaye de ne pas commencer à réfléchir au combat aérien qui va arriver 10 minutes plus tard, parce que en fait, l'échec du ravitaillement, c'est l'échec de la mission, il va se poser ailleurs. Donc c'est vraiment arriver à cloisonner et arriver à, quand c'est des phases un peu plus calmes, arriver à se relâcher un peu. Il n'y en a pas beaucoup forcément pendant les vols. Là, 90% des vols qu'on fait autour de l'Andivisio, des vols d'1h30 à 2h, et il n'y a pas beaucoup de phases de transit, donc tout le vol est assez intense. Et en revanche, quand il y a des vols comme ça, un peu plus longs, de 2h30, 3h, il y a toujours des phases de quelques dizaines de minutes qui sont un peu plus calmes, un peu plus soft, et on arrive à se détendre un peu. On essaye de se parler entre les différents avions de la patrouille pour prendre un peu la température, voir si l'autre n'est pas fatigué, s'il reste toujours assez mobilisé. Et ensuite, les phases où ça s'intensifie, là il y a plus de cases disponibles pour faire autre chose que se concentrer sur la tactique, notamment en RR où ça mobilise vraiment toutes les ressources cognitives. On peut vite arriver à saturation, et c'est arrivé à doser cet effort. Avec l'expérience, ça se fait assez naturellement, et les plus jeunes pilotes, c'est arrivé à se remobiliser au bon moment pour être à 100% de leur capacité opérationnelle au moment où l'action arrive. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qu'on partage aussi avec le monde du sport. Moi, j'aime bien souvent comparer notre préparation à un marathon. On ne se prépare pas un marathon en courant 42 km tous les jours. Tu vas faire des petits briques, et tu vas les agencer, tu vas faire du fractionné, tu vas faire du fond. Donc tout ça, ça s'agence. Toi, finalement, en tant que commandant d'unité, avant qu'on fasse la transposition vers le film qui montre les images plus spécifiques du groupe aéronaval et du groupe aérien embarqué, en tant que commandant, comment tu prépares tout ça dans les grandes lignes? Tu as 150 personnes sous tes ordres, des pilotes, ça évidemment, des techniciens qui réparent les avions, ça veut dire surtout des techniciens. Surtout les techniciens en fait, parce qu'ils représentent la majeure partie d'une flottille. Tu as aussi des officiers qui t'aident à préparer les missions, les officiers renseignement et aussi les préparateurs de missions. Toi, dans ta préoccupation au quotidien en tant que commandant, comment ça se décline concrètement pour préparer un déploiement sur un porte-avions? Alors, juste avant de répondre à la question, je vais répondre à une question que j'ai vue en ligne là, sur un vol de 6 heures, briefing, combien dure le briefing du coup. En fait, les briefings, c'est à peu près tout canvassé, c'est 30 minutes minimum, même pour les vols les plus simples. Et sur les vols les plus longs, ça peut durer 45 minutes à 50. On essaye de ne pas atteindre 1 heure, parce qu'au-delà, on perd l'attention des pilotes. Et donc, on arrive juste à se focaliser sur les parties les plus importantes pour tenir en gros entre 35 et 45 minutes de briefing. Voilà, ça change pas beaucoup, même sur des vols plus longs, comme en fait il y a des transits, on n'a pas trop besoin de briefer le transit, parce qu'en transit on va juste tout droit et on obéit au contrôle aérien. C'est vraiment la phase tactique, et en fait du coup un vol d'1h30 peut se briefer parfois plus longtemps qu'un vol de 6 heures où il y a beaucoup de transit. Voilà, sur la question que tu viens de me poser, déploiement, ça se prépare longtemps à l'avance, plusieurs mois à l'avance. On commence à identifier les événements qui vont être dimensionnants dans le déploiement, savoir à peu près les ressources qu'on va avoir, à la fois en termes d'avions, en termes de pilotes, quelles sont les missions principales qui vont nous être demandées, est-ce qu'on va être surtout utilisé pour faire des frappes au sol, est-ce qu'on va être utilisé pour faire de l'RR, plutôt de l'attaque surface. Et en fonction de tous ces différentes priorités qui nous sont demandées, le but c'est de préparer tous les pilotes de la flottille à pouvoir remplir l'ensemble des missions qui leur sont demandées, en essayant de coller au plus proche de la réalité, au plus proche de la menace qu'on s'attend à rencontrer en face de nous. Donc typiquement, ces dernières années, on s'est refocalisé sur
la menace de drones, parce que c'est quelque chose qui est difficile à détecter avec nos radars. Donc on essaie de s'entraîner de plus en plus avec des drones qui nous servent de cible pour essayer de les détecter, de les observer et de pouvoir les engager éventuellement. Et après, c'est le retour de la haute intensité. Donc on se prépare à faire face à des menaces de plus en plus puissantes, de plus en plus nombreuses en face de nous. Et donc ça, c'est un entraînement au quotidien de s'entraîner, faire progresser les jeunes pilotes et l'ensemble de la flottille à faire face à ce type de menaces. Et donc on en revient à l'effort du collectif pour faire face à tout ça. Et pour les techniciens, c'est essayer de les prévenir sur le type d'armement qu'on risque d'employer pour que tous les armuriers, par exemple, qui mettent en œuvre l'armement puissent se réentraîner sur la pose d'armement qui ne sont pas forcément utilisés au quotidien dans leur préparation. Ouais. Donc ils se préparent à ça. Et la mission qui est au-dessus de tout ça, c'est la dissuasion nucléaire. Il faut qu'on soit toujours prêt à remplir cette mission. C'est la mission priorité numéro 1 pour le groupe aérien embarqué. Et donc on a toujours dans un petit coin de la tête être prêt à faire cette mission, qui est toujours complétée par l'ensemble des missions conventionnelles à côté, parce que aller faire une attaque nucléaire, si on n'a pas la supériorité aérienne, on ne peut pas y aller. Donc l'ensemble des autres missions conventionnelles y contribuent. Mais du coup, c'est réentraîner tout le monde. Nous, il y a la spécificité du porte-avions, donc réentraîner les pilotes et les techniciens à faire toutes ces activités qui sont déjà en elles-mêmes assez difficiles à maîtriser dans le détail, depuis un porte-avions, avec tous les avions qui sont condensés sur une petite plateforme comme ça, et s'entraîner à respecter toutes les procédures pour éviter de se mettre en danger. Ok, et ça c'est vrai que tu parlais de la capacité nucléaire du Rafale en général, alors qu'on partage avec l'armée de l'air évidemment. Là, ça fait la bonne connexion aussi avec le premier volet qu'on a vu dans ce film, avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins que possède la Marine nationale, qui font d'ailleurs l'objet de beaucoup de discussions en ce moment sur la partie dissuasion. Donc la dissuasion, effectivement, nous, Rafale Marine, on y contribue dans un volet aéroporté et embarqué, et ça c'est une spécificité qui est unique au monde en fait, puisque aucun autre pays n'a fait ce choix-là de mettre en œuvre l'armement nucléaire depuis un porte-avions. Et donc ça demande un savoir-faire, comme tu l'as dit, qui est très spécifique, unique, et pour lequel on doit s'entraîner et garantir ce savoir-faire sur la durée. Alors là, on rentre dans le dur du film, au sens où c'est la partie du film qui nous intéresse le plus. Cœur du sujet, en tout cas pour les chasseurs que nous sommes. Comment dire, ce qu'on vous propose, c'est de laisser déjà... on va se taire un petit peu, on va laisser parler le commandant du groupe aéronaval pour que vous écoutiez un peu ce qu'il a à nous dire là, sur cette séquence-là, qui est très intéressant. Et puis on reprendra la séquence juste après, ça dure quelques secondes. La mer est plate parce que la mer n'a pas d'obstacle, et parce que la mer est un milieu fluide. La mer était partagée. Au fur et à mesure de l'histoire, la mer s'est territorialisée aux environs des côtes, pour des raisons évidentes de protection. Et certains, dans certains endroits, ont tendance à vouloir s'approprier cet espace commun pour pouvoir l'exploiter à leur guise. La haute mer se trouve de facto le théâtre de confrontation dans un espace où la liberté régnait, mais où certains cherchent à l'entraver. L'intérêt de déployer une force comme le groupe aéronaval, c'est de signifier de manière appuyée mais non escalatoire que la France est attachée à la liberté de navigation dans ces espaces communs. Un groupe aéronaval, il apporte la capacité à tenir un grand espace maritime, avec d'une part ses avions, avec leur capacité soit de frappe à terre, soit de frappe en mer, qui permettent de couvrir une grande surface et avec beaucoup de réactivité. Et puis ces frégates qui peuvent, en fonction de la situation, se rapprocher, s'élargir. Ces grands volumes ferment des accès. On peut imaginer de fermer un accès entre la Norvège et l'Islande, par exemple, et là on fait un bloc et on empêche les avions de patrouille maritime russes de passer. C'est un signal politique très fort, puisqu'il y a de la masse, il y a de la visibilité. Par sa mobilité, on peut finalement se retrouver un jour à être une base aérienne dans le nord de la mer Rouge, et 15 jours plus tard, avoir cette même base aérienne qui produit les mêmes effets au large de l'Inde.
Bien, eh ben, je pense que tout a été dit, en tout cas sur l'approche de l'utilisation d'un groupe aéronaval. Là, on a quelques belles images qu'on connaît bien, hein, parce que forcément, toi et moi, on a beaucoup œuvré sur ce fabuleux porte-avions. Si on pouvait peut-être transmettre un peu, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'environnement du groupe aéronaval, être un pilote de chasse sur une aussi petite plateforme que celle-là, qu'est-ce que c'est en termes de sensations à l'appontage, au catapultage, mais aussi de travailler en équipe avec les techniciens et ce qu'on appelle donc, les personnels pour d'envol, les chiens jaunes qui nous guident. C'est quand même un sacré balai tout ça. Comment on peut le décrire au mieux, toi qui as mis récemment les pieds dessus, c'est pour moi le cas. Alors déjà, c'est vrai que c'est vraiment un balai, c'est une procédure bien huilée avec des procédures qui doivent être connues de tous parce que rapidement c'est la sécurité du personnel qui peut être mise en jeu et le matériel aussi. Les avions sont vraiment collés les uns aux autres, c'est assez impressionnant quand après avoir apponté le chien jaune vient nous parquer sur le côté du pont avec le bord du pont qui disparaît sous le nez de l'avion et on a l'impression qu'il va nous faire tomber dans l'eau mais on sait qu'on lui fait confiance. De nuit particulièrement c'est très impressionnant parce qu'on voit juste du noir autour de nous et là, on se dit oh là là mais jusqu'où il va nous faire rouler. Donc et puis le souffle des réacteurs, en gros, le fait que la moindre action où on ne respecte pas la procédure, on peut souffler quelqu'un qui passe derrière le rafale et le faire tomber à l'eau, le blesser. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien rodé, qu'on fait de manière progressivement. Au début, quand on apprend vraiment la partie premier catapultage, premier appontage, il n'y a que les pilotes qui apprennent à faire ça, qui sont sur le pont, il n'y a pas d'autres activités pour être sûr que minimiser les coactivités et le risque. Et après, au fur et à mesure, on prend l'habitude d'être dans des plus grosses pontées et c'est moins impressionnant. Ça reste toujours un peu impressionnant quand même par rapport à une mise en œuvre depuis la Terre. Mais ce que je retiens surtout, c'est le catapultage, c'est vraiment le coup de pied aux fesses, le côté juste plaisir, parce qu'on n'a pas grand-chose à faire à part mettre plein gaz ou pleine charge. Pour le catapultage, pleine charge avec la post-combustion en fonction des confs. Généralement, quand on a des confs lourdes avec des bombes, on met la pleine charge pour éviter les trop fortes sollicitations dans la barre de catapultage. Et sinon, c'est plein gaz. Et là, on a juste à mettre la tête en arrière pour éviter de se prendre un coup en arrière et être sonné au moment du catapultage. Mais juste laisser l'avion voler. Et l'avion, il garde les commandes pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'on puisse reprendre les commandes juste après le catapultage. Début du vol. Et alors, les actions s'enchaînent pour commencer le vol. Et donc, c'est vraiment le côté plaisir sans avoir trop de trucs compliqués à faire. En revanche, l'appontage, c'est une autre paire de manches là. Parce que là, il faut s'appliquer et c'est le pilote qui fait tout. Et donc, soit c'est de l'appontage de jour, on arrive dans le circuit quand il fait beau. Et c'est gérer son circuit, voir toutes les autres patrouilles. Là, vous voyez une patrouille qui arrive au break, que de 2 avions. Donc là, le but, c'est le leader. Il vérifie les autres avions qui sont dans le circuit pour être sûr de ne pas breaker au mauvais endroit en passant derrière son intervalle, on appelle, pour s'intégrer dans le circuit d'appontage exactement comme c'est écrit dans les textes. Et arriver en mettant son équipier dans les meilleures conditions, en le déposant comme une fleur au bon paramètre pour le break. Et après, se concentrer sur le circuit. Une fois qu'on a breaké, c'est chacun pour sa pomme et on essaie de faire la meilleure passe d'appontage. Chaque passe d'appontage est notée, donc on s'applique vraiment jusqu'au bout. Comme à l'école, et même le commandant, il est noté. Donc, commandant du porte-avions. Voilà. Donc, on s'applique jusqu'au bout pour faire le plus bel appontage possible en visant le brin 2 et apponter très proprement. Et quand c'est de nuit ou qu'il fait moche, c'est un peu différent. On arrive plus dans l'axe du porte-avions. Déjà, l'axe est déjà géré et on arrive sur longue finale avec du coup la gestion de la pente et essayer de capturer cette pente le plus précisément possible. Alors quand il n'y a pas trop de mouvement, ça va. Quand il y a du mouvement, on commence à vraiment avoir besoin de l'aide des OA qui nous dit souvent ne suis pas le pont, évite de suivre les mouvements parasites du pont qui peuvent modifier la trajectoire de l'avion parce qu'on est perturbé par ce qu'on perçoit autour de nous et qui vient nous guider justement si on est un peu haut, un peu bas pour nous permettre d'apponter de manière la plus sereine possible et viser, essayer d'apponter dans le brin 2 pour se poser dans de bonnes conditions. Et donc c'est toujours de super sensations quand on arrive dans les brins en 2 à 3 secondes, hop, l'avion passe de 135 à 140 nœuds à 0 nœuds là, donc on se retrouve projeté dans les bretelles comme ça, mais surtout cette satisfaction d'avoir fait la meilleure passe qu'on est capable de faire pour revenir à bord et puis enchaîner avec le débriefing de la mission, le débriefing de l'appontage et puis le petit moment sympa avec les camarades une fois que la mission est réalisée et qu'on est content de ce qu'on a fait. Oh, ça donne envie tout ça. Alors il y a justement un jeune qui nous pose une question, il faut avoir quel âge pour aller sur le porte-avions. En fait, tout dépend de ce qu'on veut faire à bord du porte-avions, parce que finalement, c'est en filigrane de ce qui est expliqué ici, alors qui a vocation plutôt
avoir une explication stratégique de comment on utilise un groupe aéronaval et son groupe aérien embarqué. Hein. C'est les images que vous voyez à l'écran avec le commandant du groupe aéronaval, donc, qui est lui-même un ancien pilote de chasse, qui a commandé d'ailleurs la flottille 17F, tout comme d'ailleurs le commandant du groupe aérien embarqué, que vous avez vu ici à l'image quelques secondes auparavant. Donc des anciens de chez nous qui sont, il y en a un qui est toujours chez nous d'ailleurs, grand chef de tout le groupe aérien embarqué, mais donc rentrer sur un porte-avions, ça veut dire choisir aussi un métier d'abord et savoir vers quoi on s'oriente. Il y a pas loin de 2000 personnes qui travaillent sur un porte-avions, chacun a un rôle bien spécifique, bien défini. On parlait du collectif tout à l'heure, chacun a son rôle. Personne ne peut travailler sans que chacun fasse son rôle et ce pourquoi il a été entraîné et ce pourquoi il a été formé. Ça d'ailleurs c'est une notion qui est intéressante aussi, qui est développée, sur laquelle on reviendra après, c'est la préparation, l'entraînement. Mais pour répondre concrètement à cette question-là, en fait, dès lors que vous avez 18 ans, même avant si vous voulez faire l'école des mousses, vous pouvez entrer à la marine et donc rentrer possiblement sur le porte-avions en fonction de la spécialité que vous avez choisie. Donc on parlait du collectif, tu parlais de l'appontage, tu parlais des officiers d'appontage qui sont aussi des personnes qui nous aident beaucoup à l'appontage, surtout dans les conditions difficiles. Mais pour pouvoir aboutir à tout ce balai aérien que tu décrivais tout à l'heure, eh bien, il faut se préparer, il faut s'entraîner. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a été évoqué aussi dans le début du film, une fois plus, qu'on vous invite à regarder, parce que chaque mot est vraiment sous-pesé et prend tout son sens. La préparation, tu y es revenu tout à l'heure, tu en as beaucoup parlé aussi sur comment agréger cette synergie et faire en sorte qu'on opère depuis le porte-avions à la fois en sécurité mais aussi en efficacité pour atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Donc préparation et travail collectif, c'est grosso modo les maîtres mots qui nous sont transmis à travers ce film qu'on vous invite une fois de plus à aller voir. Entre temps, et là on rentre un peu plus dans le technique, le film transitionne après avec le groupe aéronaval en soi, donc, parce qu'on a parlé des avions qui vont sur le porte-avions. Donc le porte-avions, c'est ce qu'on appelle une unité à haute valeur ajoutée qu'il faut pouvoir protéger. Et là typiquement, la frégate de défense aérienne Formin que vous voyez ici à l'écran avec son commandant qui s'exprime, contribue à cette protection. Concrètement, comment appréhender, comment comprendre cet agrégat d'unités entre les frégates, les sous-marins, le porte-avions, les avions, quels sont les enjeux, quels sont les risques et comment on maîtrise tout ça. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'être prêt à faire face à toutes les différentes menaces. Donc il y a des frégates qu'on a vues tout à l'heure qui étaient plutôt dédiées anti-sous-marines, qui sont là pour détecter justement tous les sous-marins qui peuvent venir pour menacer l'ensemble des bateaux du groupe aéronaval. Et là, c'est vraiment orienté menace aérienne. Donc c'est le Formin qui est la pièce maîtresse de la défense aérienne du groupe aéronaval, par tous ces capteurs qui peuvent détecter, donc surtout son radar qui détecte tout ce qui se passe en l'air autour du groupe aéronaval, mais également les missiles qu'il emploie, missiles Aster-30, qui permettent justement de traiter des menaces ça assure une bulle de protection, on appelle ça une bulle, c'est comme une sphère qui protège l'ensemble du groupe naval qui est à proximité du Formin. Donc ça, c'est vraiment la protection qu'on appelle proche. Ça peut avoir des portées assez importantes, mais à l'échelle du volume de l'espace aérien, c'est vraiment très proche. Pour tout ce qui est menaces plus lointaines, parce que le but c'est d'avoir le plus de préavis possible, et bien les Rafales de nouveau sont très utiles, au même titre que les Atlantique 2, qui souvent sont déployés avec le groupe aéronaval et qui passent de terrain en terrain pour suivre le groupe aéronaval. Et les Hawkeye qui ont justement cette capacité de détection avec leur gros radar, la grosse partie circulaire que vous voyez au-dessus de la cellule de l'aéronef là, qui permet de détecter à très grande distance et de donner du préavis à tout le monde. Donc soit pour permettre aux Rafales d'aller identifier des trafics aériens ou des aéronefs qui ne sont pas identifiés. C'est ce que vous voyez si vous écoutez bien dans le film, là il parle Mission VID, donc c'est le Formin justement qui a détecté quelque chose et qui utilise un Rafale pour aller identifier la piste. Ça peut être un drone, ça peut être un trafic léger qui se promène par là. Et donc on utilise ensuite le Rafale comme capteur avec son radar et avec son optronique, plus les yeux du pilote, pour aller identifier ce que c'est et décrire ensuite à la radio. Il décrit le type d'aéronef qu'il identifie, est-ce que c'est un aéronef type militaire, type civil, est-ce qu'il est armé ou pas. Et ça permet ensuite de savoir si le groupe aéronaval a besoin de se protéger vis-à-vis de cette menace potentielle ou si au contraire on peut l'oublier parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout menaçant pour le groupe. Tout ça, c'est bien expliqué effectivement
Dans le film aussi, avec le jargon que tu expliquais très bien tout à l'heure, effectivement, c'est aussi un autre jargon spécifique qui est employé pour se comprendre. Et la criticité temporelle, elle est bien soulignée dans le film, parce qu'il faut pouvoir agir vite, se comprendre rapidement, et donc travailler sans ambiguïté sur qui doit faire quoi à quel moment. Et ça, c'est vraiment le cœur du métier dans la marine, je pense, pour à peu près toutes les spécialités qui existent. C'est savoir se faire comprendre et apporter le plus d'efficacité dans le groupe pour le bien et la réussite de la mission. Donc ça, c'est si ce qu'on est en train de vous dire vous parle, n'hésitez pas à vous intéresser à tous les métiers que la marine propose. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas que pilote de chasse, même si c'est un des métiers les plus sexy. On va pas le nier. Pas nous en tout cas. On va faire de la pub pour nous. Voilà, donc c'est effectivement un agrégat de beaucoup de compétences. Et en parlant de ça, et dans la continuité, il y a un volet très intéressant dans le film qui parle justement de cette complémentarité des moyens, notamment à travers l'utilisation des bâtiments ravitailleurs de la force, donc des BRF, qui arrivent doucement dans la marine, qui ont remplacé les anciens BCR et qui ont pour vocation de ravitailler à la mer le porte-avions. C'est les images qu'on voit en ce moment avec son commandant qui s'est exprimé il y a quelques secondes. Et donc des images assez impressionnantes. On voit deux colosses de métal finalement à quelques mètres les uns des autres. Ça nous rappelle, nous, la façon que tu parlais tout à l'heure de ravitailler aussi sur d'autres aéronefs. Donc on est à proximité les uns des autres. Beaucoup d'énergie concentrée en un seul endroit. Donc il faut être très vigilant parce qu'en quelques secondes, la situation peut vite basculer. Donc ça demande beaucoup de méthodes, de méthodologie et puis de discipline. Et ces images sont très spectaculaires. Alors il y a quelque chose qui est encore plus spectaculaire, et pour le coup toi tu l'as vécu de l'intérieur je crois, c'est combiner finalement les différents cycles d'opération, à la fois faire du ravitaillement mais continuer l'activité aérienne sur le porte-avions. Ouais, ça donc c'est quelque chose, un exercice qui avait été arrêté pendant pas mal d'années et qui a été repris depuis 3-4 ans je dirais, avec des procédures de catapultage pendant un ravitaillement à la mer. Donc l'aspect difficile de cet exercice, c'est que le ravitaillement à la mer, souvent la route est choisie en fonction de la houle pour éviter qu'il y ait trop de mouvements de plateforme. Mais pour le catapultage, on a besoin d'avoir le vent dans l'axe. Donc il faut que la route de ravitaillement soit compatible avec le vent dans l'axe pour pouvoir catapulter le Rafale dans des bonnes conditions. Et c'est ce qui a été fait pour prouver que même si le porte-avions est en train d'effectuer un ravitaillement à la mer et qu'il y a une menace air qui arrive, on peut toujours décider de catapulter un Rafale pour aller identifier cette menace, voire l'engager si la situation l'impose. Et donc ça a pu être fait en effet au moment de la mission Aquila pour montrer que cette capacité existait toujours et qu'on s'entraînait à la faire pour vérifier qu'on n'avait pas perdu en compétence sur cet aspect particulier du catapultage en ravitaillement à la mer. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et alors, que ce soit ça, continuer l'activité aéronautique, ou alors, comme on le voit sur ces images, la capacité de faire 2 ravitaillements en même temps de façon simultanée. Je ne sais pas si vous imaginez la complexité aussi de coordonner 3 mobiles comme ça avec transfert de carburant en même temps. Ça demande une préparation minutieuse. Et puis évidemment, ces bateaux, ils restent pas comme ça quelques secondes les uns collés aux autres. Plusieurs heures. Il reste plusieurs heures en fait. Ouais. Donc c'est très complexe. Ça demande beaucoup de vigilance, beaucoup de concentration, et puis rester mobilisé comme ça pendant plusieurs minutes, plusieurs heures surtout d'affilée. C'est vraiment assez unique. Ça c'est un savoir-faire que maîtrisent quelques marines dans le monde et dont on fait partie aussi. C'est des images qui sont assez sympas, comme vous l'avez dit dans le chat, parce qu'il y en a qui maîtrisent aussi bien le domaine maritime. Effectivement, c'est Jacques Chevalier, donc c'est un BRF qui a fait sa première mission avec le porte-avions en mode opérationnel. D'ailleurs, le porte-avions, à l'heure où on parle, il n'est pas à Toulon, il est en mer comme vous le savez. Ça fait déjà quelques temps qu'il est parti. Il est parti au mois de décembre. On ne vous dit pas quand il rentrera, parce que ça forcément c'est de la communication opérationnelle, c'est pas notre vocation. Mais ça c'est pas un secret, il est parti, il a franchi la mer Rouge, il est parti dans l'océan Indien, Pacifique, mer de Chine, est revenu. Donc vous imaginez bien tout ce qu'il peut y avoir comme enjeu là-bas. Pourquoi on envoie un porte-avions aussi loin, ça a été bien expliqué aussi par l'amiral Mallard que vous avez entendu parler tout à l'heure, pour lequel on lui a réservé un temps dédié
dans ce live. Eh bien, il faut bien savoir que la France est la deuxième nation à posséder une aussi grande, vaste zone économique exclusive. Donc pour nous, c'est garantir nos intérêts, puisque 80% du trafic du commerce mondial transite par voie maritime. Donc forcément, quand on a dit ça, donc, une majeure partie d'entre elles passe aussi par le canal de Suez, en ce qui nous concerne. Et donc ça, il faut pouvoir aussi avoir un œil dessus, surveiller, préserver nos intérêts là-dessus. Donc tout ce qu'on est en train d'évoquer ici ensemble sur les missions des bâtiments, des sous-marins, du porte-avions, des avions, que ce soit des NH90, patrouille maritime, ATL2, Rafale, Hawkeye, tout ce dispositif, finalement, d'une façon ou d'une autre, protège nos intérêts, aussi en se projetant à l'avant et toujours en ayant à l'esprit, et c'est ce que soulignait l'amiral tout à l'heure, qu'on ne cherche pas à provoquer une escalade de la violence. Au contraire, on cherche à préserver le droit maritime international, c'est-à-dire à la fois préserver nos intérêts, mais aussi surtout garantir que la haute mer reste la haute mer et qu'elle n'est pas revendiquée par d'autres pays, tout en restant dans un schéma non escalatoire, c'est-à-dire chacun reste dans ce qui est dicté par les réglementations et juridictions internationales. Voilà, on arrive doucement à la fin de la séquence sur la partie ravitaillement. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus là sur ce porte-avions finalement, combien d'avions on peut embarquer combien d'avions tu as dans une flottille déjà? Alors dans une flottille, c'est prévu pour être entre 10 et 12 rafales. Donc ça dépend du nombre de rafales qui sont disponibles et tout, mais le format de la flottille à 150 à 160 bonhommes permet de mettre en œuvre une dizaine de rafales, en gros 10 à 12 rafales, pour faire l'ensemble des missions, des entraînements qui nous sont confiés. D'accord, et donc là, sur le porte-avions, on a 2 flottilles, donc globalement on peut embarquer, si on prend les chiffres, globalement si on dit 12 rafales, ça veut dire possiblement 24 sur le porte-avions. Ouais. Sachant que la 3e flottille reste à terre, mais on est monté déjà beaucoup plus, on a déjà mis 30 avions sur ce porte-avions. C'était à une époque, tu avais participé à cette Non, manip, j'étais instructeur à Saint-Dizier pendant ce moment-là, mais j'avais justement un des rafales marines qui était à Saint-Dizier et était revenu à bord pour pouvoir monter aux 30 rafales là. Donc je me souviens de cet épisode. Ouais, parce que pour embarquer des rafales sur un porte-avions, il faut évidemment des pilotes, il faut les techniciens qui les entretiennent, ces avions, donc tout ça c'est un travail collectif qui ne se crée pas ex nihilo, mais qui est de longue haleine et qui nécessite une fine coordination. Donc c'est ce que laisse transpirer ces images en tout cas. Et maintenant on a doucement basculé dans un autre dioptre, celui des sous-marins, mais aussi, alors ça c'est la suite du film, qu'on commentera pas plus amont parce que finalement on sort un peu de notre domaine de compétences, en tout cas de légitimité, avec notamment toute la partie force spéciale, qui est un volet qui est alors pour le coup tout aussi intéressant, si ce n'est plus par certains aspects. Très experts dans leur domaine. On travaille un peu avec eux, ceux qui sont JTAC. On arrive à travailler pour les missions de casse là. Ils ont chaque commando marine a des JTAC qui sont formés. Donc pour tout ce qui est appui aérien. Et donc on s'entraîne fréquemment. Moi il y a une semaine justement je suis allé faire du tir canon au large du Guiel, donc pas très loin de Lorient. Et il y avait un JTAC qui avait besoin pour sa qualification d'autoriser des passes de tir réelles d'un chasseur. Et donc il m'a pris en compte à la radio et c'est lui qui m'autorisait à tirer sur la cible. Ça lui permettait de rester justement qualifié pour pouvoir être prêt à être déployé dans son rôle de JTAC. Mais c'est vrai qu'en dehors de ces phases de casse ou d'appui aérien au profit de troupes au sol. Sinon, ils travaillent souvent en autonome dans leur mission, dans un contexte un peu plus secret, un peu plus discret dans ce qu'ils font. Ça, après, ils sont très contents de travailler avec nous aussi parce que ponctuellement, on leur offre de l'appui. Alors, dans des opérations que toi et moi, on a effectué aussi par le passé. Mais ce qui est intéressant quand on dit ça, c'est de constater aussi que bien que chacun évolue dans des milieux assez différents, même si effectivement les commandos sont amenés à sauter en parachute, donc quelque part ils s'approprient aussi un peu le milieu de l'air. Eux ils sautent des avions, nous c'est pas trop notre truc, ça sauter des avions. C'est d'éviter. Mais comme tu le dis, en fait, on travaille avec eux par certains aspects, tout comme on travaille aussi avec des hélicoptères, des avions de patrouille maritime, tout comme on travaille avec des bâtons, on l'a dit tout à l'heure.
Donc finalement, en fait, on travaille un peu avec tout le monde. Et tout le monde travaille un peu avec tout le monde. Exactement. Et on a même fait avec des sous-marins, du coup, un sous-marin qui pouvait transmettre, justement, c'était le sous-marin qui avait relocalisé une piste surface et qui pouvait la transmettre par radio pour que les avions aient la position. Donc c'est beaucoup plus rare parce que le but du sous-marin c'est de rester le plus discret possible et de ne pas émettre pour ne pas être détecté. Mais si l'occasion devait se présenter, notamment le sous-marin est en incapacité de tirer torpille ou il ne veut pas tirer torpille pour ne pas se démasquer, et ben, il serait en mesure de transmettre via liaison de données ou via des fréquences cryptées et ben, une position d'une cible pour que ce soit les rafales qui fassent la partie visible du tir de missile pour détruire une cible. Ouais, Donc même ça c'est fait. Finalement on trouve peu de monde dans la marine avec qui on n'est pas capable de travailler. Bon, voilà. Et puis alors, bien évidemment, ça s'applique aussi en dehors de la marine. On a parlé de l'OTAN tout à l'heure, Ouais. mais évidemment, on travaille en étroite collaboration avec l'armée de l'air en fonction des théâtres et des exercices, mais aussi avec l'armée de terre par certains aspects. Donc voilà, un travail de collectif qui est au cœur de tout ce qui ressort de ces images finalement. Et c'est pour ça que la séquence, elle est assez logique et on voit que à travers notre métier finalement, mais ça pourrait être déclinable pour n'importe quel métier, on touche un peu à tous les domaines. Et donc on s'intéresse absolument à tout ce qui gravite autour de la mer. Et forcément, je pense que rien n'échappe à la mer pour le coup. Et c'est pour ceux qui s'intéressent justement et qui ont cette ouverture d'esprit, cette curiosité pour à la fois s'intéresser aux autres dans un travail collectif, mais aussi faire des métiers de pointe, quel que soit le domaine, pour le coup, dans la marine, vous serez bien servi. Et alors dans l'aéronautique navale, pour ceux qui aiment plus la partie aéronautique, là pour le coup, il y a plein de belles choses à faire. Juste une petite anecdote là, vu que les images ça se passe à Djibouti là. Ouais. Djibouti, quand on traverse la mer Rouge, du coup on passe à proximité de Djibouti. C'est vrai. Et c'est un des endroits assez sympas pour nous parce qu'on peut faire du vol hypothalassique. Je pense que tu as pu le faire aussi. Oui, On peut voler au-dessus de la Cassale qui est sous le niveau de la mer. Et du coup ça nous permet de voler très proche du lac. Et on est sous les 0 pieds. Du coup, on voit des altitudes négatives au niveau de l'altimètre. C'est assez sympa, ça fait des souvenirs qui marquent. Tout en respectant la réglementation. Exactement. Parce qu'on est au-dessus du niveau de la terre, mais on est sous le niveau de la mer. Parce que ce lac est au-dessus du niveau de la mer. Voilà, c'est le mot du jour, hypothalassique. Ça n'a rien à voir avec la thalassothérapie. Mais hypo dans le sens en dessous, et puis thalasso, la mer, voilà. Donc voilà, vous avez posé pas mal de questions aussi sur le format des armées. Alors on n'a pas vocation à aller sur ce terrain-là. Je pense que ce que vous pourrez lire dans la presse spécialisée sera plus pertinent, pas forcément. Enfin voilà, ça reste du domaine encore très en construction, en élaboration, on va dire aujourd'hui. Donc ce ne sera pas à nous de vous dire ce qu'on fera du futur format qui sera décidé ou pas, ou dans quelle mesure. Ça c'est pas le sujet de ce live. En revanche, pour s'intéresser à nos métiers et savoir comment nous rejoindre potentiellement, quelle que soit la spécialité que vous choisissez, je vois des questions autour de une PMM, par exemple, pour ne serait-ce que découvrir notre milieu, quel que soit votre âge. Donc vous êtes jeune, entre guillemets, alors de mémoire ça commence à 16 ans, 17 ans. Vous pouvez nous rejoindre. Et donc effectivement, depuis l'année dernière, on a une PMM à Landivisiau. Ouais, tout voilà. Et donc une semaine, notamment une semaine assez intense en octobre. Donc les candidatures sont ouvertes si vous voulez vous renseigner. Approchez-vous de vos CIRFA respectifs. Sachant que des PMM, il y en a plein en France. Il y en a plein en France, ouais. Ici, j'ai le patch, c'est la PMM de Belfort qui est parrainée, qui est marrainée avec la 11F. Donc, on travaille avec eux. Ils ont beau ne pas être au bord de la mer. Et il y a des parrainages qui sont faits comme ça entre des PMM et des unités opérationnelles qui permettent de garder le lien et de permettre aux jeunes de découvrir une unité opérationnelle dans le cadre de leur PMM. Donc, c'est assez sympa de garder le lien avec des jeunes comme ça et de découvrir ouais, c'est super. leur passion. En plus, on a eu le forum des métiers le 6 mars dernier. Ouais. Ils sont venus à ce moment-là, ils traversent la France. Ils ont traversé la France. Exactement. Et ils sont venus voir en plus proche les rafales. D'ailleurs, ils sont montés les uns après les autres dans le cockpit. Là, c'était sympa. Et puis moi, j'avais à l'époque où je commandais la 11F, parce que j'ai aussi le privilège de commander cette flottille, j'avais entretenu des liens avec les instructeurs qui sont toujours en place aujourd'hui. Et puis donc ce lien-là, il est très fort avec la PM Belfort. Et voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'aller à Belfort pour aller à la PM. Vous pouvez signer à Landivisiau, mais il y en a plein d'autres partout. Renseignez-vous, vous trouverez ça sur Internet assez facilement. Et donc comme le dit Nefix, là c'est une super expérience. Donc n'hésitez pas à venir vivre ça. Et pour ceux qui ont la chance d'être à Landivisiau, c'est être au plus proche des avions. Et puis ceux qui seront là sur la session prochaine, j'aurai la chance de les voir, moi de mon côté, puisque je serai encore à Landivisiau, toi aussi d'ailleurs, l'année prochaine. Voilà.
Eh bien, c'est sur ces images que finalement, le temps passant, il est déjà 18h20, on va vous quitter tout doucement en vous laissant sur ces dernières images du film, plutôt dans le milieu aéroterrestre. Vous voyez des hélicos de l'armée de l'air et puis des commandos. Donc le film Surface qui est disponible sur YouTube. Vous avez le lien que Petit Moufle vient de mettre encore sur le chat. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ce film entier, à le disséquer, à écouter tout ce qui se dit à travers les différents témoignages de haute valeur là, par les différents acteurs et protagonistes. Qu'est-ce qu'on dit pour se quitter? Est-ce que tu avais d'autres points qui te viennent à l'esprit peut-être avant qu'on dise au revoir? Non, bah, n'hésitez pas à vous renseigner en effet auprès de vous, les forces, les PMM éventuellement, ou les forces armées les plus proches pour découvrir un peu le métier qu'ils peuvent exercer. J'ai vu qu'il y avait une question qui parlait de la réserve, c'est aussi une autre façon de contribuer aux besoins des armées. Il y a un énorme besoin dans les armées et ça va ne faire que croître dans les années qui viennent. Le ministre des Armées l'a rappelé encore il y a quelques jours. Donc n'hésitez pas, il y a plein de pistes et les armées ont vraiment besoin de plein de compétences et ça peut être quelques jours par an la réserve ou plusieurs semaines dans l'année. Donc c'est très variable et on peut vraiment s'adapter aux besoins de chacun, aux envies de chacun et à ce que les entreprises peuvent laisser faire pour ceux qui travaillent en entreprise. Et donc soyez curieux et n'hésitez pas à regarder ce qui se fait autour de vous, mais il y a de plus en plus de choses qui se font et c'est de plus en plus souple d'emploi également. Donc profitez-en. Ouais, c'est clair, ça c'est l'engagement. Je pense qu'il faut que chacun se questionne aussi sur cette façon de servir son pays. On peut faire de différentes façons. Il n'y a pas que l'armée pour servir son pays, hein, mais pour le coup c'est une des pistes et la réserve est une des voies possibles. Ouais. On va terminer en disant que finalement voilà 2025 c'est bientôt 2026. Alors on vient de commencer l'année, mais 2026 pour nous eh bien ça va marquer un grand tournant très particulier puisqu'on va fêter les 400 ans de la marine, 400 ans de la Royale, parce qu'à l'époque c'était la Royale, voilà, et donc l'aéronautique navale a inscrit sa petite brique dans ces 400 ans. Ça fait pas 400 ans qu'on vole, mais ça fait un peu plus de 100 ans. Voilà, toi-même tu commandes la 11F qui a presque 105 ans. 105 ans maintenant, 106 ans, presque. Ouais. Voilà, donc c'est un sacré parcours, 106 ans, ouais, c'est ça. Voilà, donc ça traduit aussi tout un savoir-faire, des parcours qui ont finalement irrigué par irrigation successive, beaucoup de connaissances que maintenant on sait mobiliser dans différents champs d'action, que ce soit sous la mer, au-dessus de la mer, au-dessus de la mer, dans le domaine aéronautique particulièrement. Et puis, en tout cas, on a passé un super moment avec vous là pendant cette petite heure à vos côtés. Allez voir ce film, franchement, il vaut le détour. Il est vraiment sympa avec toutes ces séquences, ces témoignages forts aussi qui vous donnent une idée aussi de votre façon de se projeter aussi dans les différents métiers, sur les différents bâtiments là, de la marine. Dans l'aéronautique, mais aussi les commandos, donc toutes les composantes avec les sous-marins aussi sont représentées, sont bien décrits avec les différentes missions. Et puis nous on aura le plaisir de se revoir aussi prochainement. On a été un petit peu absent de la fréquence ces derniers temps, mais on va revenir avec d'autres sujets. Pour vous on travaille sur quelques petits supports, vous allez voir. Donc restez en veille. En tout cas on vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ouais, bon week-end à tous. Et puis un bon vol pour ceux qui ont la chance de pouvoir voler. Et on sera très heureux de vous accueillir ici au sein d'une PMM ou autre. En tout cas, merci de votre fidélité et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis bon visionnage de film, une fois de plus pour ce film Surface qui vient de sortir sur YouTube et qui est disponible depuis hier sur la chaîne YouTube de la Marine. A très bientôt à tous. Salut. Yeux constamment dehors et une cinquième paire à la fois dedans et dehors. Donc le commandant de bord, le membre d'équipage et les deux tireurs d'élite sont focalisés dehors uniquement et le copilote alterne entre recherche au radar et recherche visuelle. Allez, on a le vert, on se réavance. Plus les conditions de mer vont être dégradées compte tenu des petites tailles d'embarcation, plus les détections au radar vont être compliquées. Donc à ce moment-là, l'idée c'est d'avoir une paire d'yeux supplémentaire à l'extérieur. Mets à droite, ouais. Mets à droite. Maintiens, maintiens, maintiens.
travaille souvent de nuit, très bas, avec une marge d'erreur de pilotage qui est quasiment infime. Donc la moindre erreur peut éventuellement entraîner l'amérissage de l'hélicoptère. Moi, je dois voir comment me repositionner pour offrir une fenêtre aux tireurs d'élite, tout en gardant à l'esprit la première chose et la plus importante, c'est ramener l'hélico et l'équipage à bord du bâtiment. Les personnes qu'on va appréhender en mer, on va pas avoir les têtes pensantes de ces marchés. On va avoir plutôt des profils de bas de chaîne qui, eux, servent véritablement à faire du transit. Néanmoins, appréhender ces personnes, ça permet derrière les services spécialisés de travailler sur les réseaux et de pouvoir, au fur et à mesure, remonter ces réseaux. Les forces armées ont saisi plus de 40 tonnes de drogue, rien que sur l'année 2024. Les forces armées aux Antilles, c'est plus de 28 tonnes. Un exemple très concret pour le Germinal, c'est 8 tonnes. Donc, c'est des volumes assez importants. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont à la hausse. C'est des missions assez exaltantes pour le marin parce que le résultat est très concret. C'est-à-dire, on va chercher la saisie, on va chercher une interception. Et quand ça fonctionne, le résultat est très concret. Donc il y a vraiment une satisfaction, une fierté du travail accompli et un sens de la mission qui, ça, est assez, je ne vais pas dire facile parce que c'est un travail de tous les jours, mais que l'équipage assimile assez facilement. Ce qui est sûr, c'est que la lutte contre le narcotrafic, c'est une confrontation des volontés. Cet affrontement des volontés, il se traduit pour nous par une logique d'agressivité, une logique de combativité. Et on va accepter un niveau d'exposition de nos marins, peut-être un petit peu supérieur à ce qu'on accepterait pour des missions plus classiques. La grande difficulté d'une marine, c'est faut à la fois gérer d'immenses espaces et en même temps, sur quelques petites zones très stratégiques, des groupes qui soient étatiques ou pas, avec assez peu de moyens, et bien finalement peuvent passer à travers les mailles du filet. Ça vaut pour le trafic. Si on sait qu'il y a 40 tonnes saisies en une seule année à Martinique, on peut, ou on peine même à imaginer le nombre de bacs et de sachets de cocaïne qui ont pu passer de l'autre côté, du côté d'Anvers ou du côté du Havre. C'est pareil pour la traite des êtres humains. Donc effectivement, c'est un travail de Sisyphe, mais c'est un travail qu'il faut faire parce qu'encore une fois, la saisie, mais aussi le sauvetage sont de plus en plus importants. On vit un moment, je pense, stratégique très particulier et d'une certaine manière, ce n'est pas exagéré de dire qu'on n'en a pas vécu un pareil depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en fait, il y a une confluence de facteurs et de facteurs déstabilisateurs en ce moment. On est à la fin d'un cycle d'un ordre mondial qui a été établi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a été dominé par les Occidentaux et qui en fait sous-tend la sécurité, la prospérité des Européens en particulier. Et ça, c'est une prospérité qu'on prend pour argent comptant et en fait qu'on ne devrait pas prendre pour argent comptant parce qu'aujourd'hui, elle est réellement en danger et en difficulté. C'est très compliqué pour un Français d'imaginer que lorsqu'il va sur un site d'achat en ligne et qu'on lui promet que le lendemain, un produit qui a l'air d'être fabriqué à la chaîne en Chine va arriver dans sa boîte aux lettres. C'est très difficile pour lui d'imaginer qu'en fait, il est venu par la mer et pas par un jet privé, malgré ce qu'on a pu lui promettre, c'est-à-dire en moins de 24 heures, voire dans la journée même. Ça vient du trafic maritime. Alors ça ne se voit pas tout de suite lorsqu'il y a une crise. Un immense cargo qui bloque le canal de Suez ou une attaque de Houthis. Mais s'il n'y a pas de mesures prises par des grandes puissances militaires souveraines qui décident de poursuivre l'accès à la navigation, eh bien on se retrouve avec une paralysie totale, notamment dans les pays occidentaux qui vivent beaucoup de ce trafic. Donc, cette ère nouvelle stratégique, en fait, demande une revue des termes de l'Alliance transatlantique pour la préserver. Et elle demande une révolution de la psychologie de la population et de renouer avec le
concept du sacrifice militaire pour maintenir la sécurité et la prospérité du pays. La première mission de la marine, c'est effectivement la mise en œuvre de la dissuasion. La marine également protège la France, les Français et leurs intérêts de la plage au grand large. Avec l'accélération que nous voyons aujourd'hui des crises, la multiplication, la simultanéité, celui qui gagne, c'est celui qui s'adapte. Les évolutions dans le monde montrent que les rapports de force sont devenus une manière de résoudre les conflits, que le choix de la force, le choix de la violence est régulièrement pris pour résoudre les crises. Et donc nous devons, et c'est ma responsabilité de chef d'état-major de la marine, préparer nos forces à ce genre d'hypothèse.